Salut, ici c'est un cours d'histoire de l'histoire d'Espagne, la première unité en fait, intitulée La construction de l'État libéral en Espagne, 1808-1874. Dans cette unité, nous allons voir donc de quelle manière le libéralisme arrive en Espagne, en fait il est né en Espagne, et comment cela va, on peut dire, avoir des conséquences par rapport à la construction de son État libéral. On va diviser en fait l'unité en deux parties. Une première partie qu'on va appeler les débuts du libéralisme espagnol, 1808-1833, et après une deuxième partie où l'on parlera de la mise en place, l'installation, la naissance de l'État libéral à la mort de Fernando VII et le règne d'Isabelle II à partir de l'année 33 et jusqu'à l'année 74. Donc nous allons commencer donc par cette première partie qui est très liée à des différentes étapes en fait que je vous résume ici, les principales étapes de la naissance du libéralisme en Espagne. Ça c'est donc une sorte d'annonce du plan qui sert à expliquer les différents sujets que nous allons travailler pour aborder la question de la naissance du libéralisme en Espagne 1808-1833. On va commencer donc par l'épisode majeur de cette période, les plus importantes du point de vue du début de la fin de l'Ancien Régime en Espagne et la mise en place d'un système libéral, qui est la guerre d'indépendance, l'invasion française, l'invasion de l'armée napoléonienne et la guerre d'indépendance qui à peu près qui a un parcours à peu près de l'année de 1808 à 1814. Au milieu de ce conflit, nous allons donc aussi aborder la question de la naissance particulièrement et spécifiquement du libéralisme en Espagne à travers las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812 pour continuer à aborder les trienniaux libérales, la toute première expérience vraiment libérale en référence à la Constitution de 1812, celle qui sort de las Cortes de Cádiz mais qui avait été abolie par Fernando VII et rétablie par un pronunciamiento, le pronunciamiento de Riego l'année 20, et finalement les retours de Fernando VII à l'absolutisme, la mise en place d'un gouvernement, on peut dire, d'un royaume absolu qui va effacer encore une fois tout visage libéral et qui va donc, on peut dire, condamner le libéralisme espagnol à l'obscurité. En fait, on appelle cette période, c'est 10 ans, 23 à 33, la décade obscure, la década ominosa. Bon, on va commencer par l'invasion française et la guerre d'indépendance. J'aimerais bien partager avec vous deux idées qui sont clés de la période avant d'entrer dans les petits détails de l'invasion française et quelques batailles et comment l'Espagne va-t-elle s'organiser. Il y a donc deux idées qui s'imposent au début par rapport à l'invasion française et la guerre d'indépendance, et ces idées déterminent l'importance historique de cet épisode et donc aussi la naissance et le développement du libéralisme en Espagne. On parle en fait de la naissance de l'identité politique espagnole contemporaine, donc on peut dire même le nationalisme espagnol, dans ces contextes d'invasion française et des guerres d'indépendance, d'accord. Donc les nationalismes et les patriotismes, ce sont donc des idées par rapport à l'ensemble des citoyens avec lesquels on partage le territoire, l'État, les gouvernements, la société, la vie, etc. Sont, on peut dire, développés du point de vue contemporain pendant cette période-là, d'accord. Nous allons voir en fait comment à las Cortes de Cádiz, la Constitution de 1812, la PEPA, est le premier texte légal qui reconnaît la souveraineté nationale espagnole et donc le pouvoir politique, le pouvoir d'agir, de décider et d'organiser la société de la nation espagnole. Ce qui qu'en fait permet la naissance d'un sentiment de nationalisme et même de patriotisme qui en fait déterminera d'une façon très importante cette période. Donc dans ces contextes d'invasion française, de guerre d'indépendance, nous allons voir la naissance de l'identité politique espagnole contemporaine, d'accord. Elle va bien évidemment évoluer tout au long de l'histoire de l'Espagne, 19e, 20e, 21e siècle, mais il faut dire quand même que c'est un élément clé pour comprendre sa naissance.
cette guerre d'indépendance contre l'armée napoléonienne. En même temps, et très lié en fait à cette naissance de l'identité politique espagnole contemporaine, nous allons trouver dans ces contextes de guerre d'indépendance ou d'invasion française les premières expériences libérales des luttes de combat contre l'ancien régime. Les exemples les plus évidents, on en parlera plus tard dans la présentation, dans la vidéo, ce sont las Cortes de Cádiz, les responsables de rédiger et publier la Constitution de 1812, et las Milicias Nacionales, c'est-à-dire une armée populaire participée par les peuples espagnols dans le but de combattre l'invasion française et donc pour l'indépendance du pays. Quand on dit indépendance du pays, on dit la capacité de la nation espagnole de se diriger, de se gouverner à elle-même. D'accord. Une période en fait très intéressante, un peu complexe parce que il y a beaucoup de facteurs et d'éléments qui cohabitent là, mais majeurs de l'histoire de l'Espagne. Ces tableaux, en fait, illustrent très bien cette période. C'est un tableau, une chef-d'œuvre de l'histoire de l'art mondial, mais espagnol en particulier. Et c'est les tableaux qui a été fait par Francisco de Goya en 1814 et qui se trouve à Madrid, au Musée del Prado, le 13 de mayo de 1808 Madrid, o los fusilamientos de mayo en Madrid, qui représente en fait cette naissance de la résistance, de l'effervescence nationale, du patriotisme, du nationalisme. En fait, Goya, je suis pas vraiment un expert de l'histoire de l'art, mais ce que je comprends quand je vois, j'analyse, j'interprète les tableaux, et que Goya fait un petit manifeste nationaliste ou patriotique en rendant hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour les libertés espagnoles, pour l'indépendance de l'Espagne, contre ceux qui fusillent, ceux qui sont en train de fusiller, ces pelotons de fusillement, qui sont les soldats impériaux français. Et en fait, la figure au centre, cet homme qui ouvre le bras et qui se prépare donc à la mort pour la patrie, à se sacrifier, mais qui en même temps reçoit, vous observez, toute la lumière, c'est un peu la clé de l'œuvre, et donc qui représente cette illumination, c'est cette idée de se rendre compte de ce qui s'est en train de passer, ces réveils, c'est cette naissance à la fin. La lumière, elle fait aussi référence à la naissance et à la vie, et donc la nation espagnole qui s'ébat dans les sacrifices et pour l'indépendance. D'accord, voilà, c'est un tableau de Goya très intéressant qui fait partie, donc, ou qui fait référence à cette période-là qu'on est en train d'étudier. Pour comprendre l'invasion française, il faut donc lier l'histoire de l'Espagne à l'histoire de la France, une histoire qu'en fait on a déjà travaillé en cours. On a aussi travaillé en cours qui fait référence au développement du premier empire, l'empire napoléonien, l'empire français qui sort de la Révolution française. Donc le prétexte de Napoléon pour envahir l'Espagne, l'invasion française, elle s'est fait ce prétexte, je disais, d'envahir les Portugal. Donc si vous observez bien la carte de la péninsule ibérique, vous voyez que toute l'Espagne, elle est donc soulignée avec, il y a une ligne là rose qui détermine le blocus continental, c'est-à-dire la région des frontières maritimes ou terrestres dans les cas de le Portugal, qui est contrôlé à peu près par les Français et donc qui peut empêcher le débarquement des soldats, des troupes britanniques dans un moment donné. C'est donc une stratégie de protection. Napoléon Bonaparte, cependant, comprend que le Portugal et donc l'Espagne, en conséquence, sont une menace pour la sécurité de l'Empire. Et après, on peut dire plusieurs discussions avec le roi Charles IV et son fils, l'héritière Fernando VII, décide d'inviter le roi et son fils à Bayonne, au sud de la France, pour avoir une discussion autour d'un petit conflit de succession qui existe à l'Espagne à l'époque. En tout cas, Napoléon profite de ces moments pour isoler le roi et son fils, donc on peut dire kidnapper si vous voulez, et il participe de la vie politique espagnole, et en fait, il va demander, en échange de ces sortes de résolution du conflit, de pouvoir accéder, de pouvoir traverser un
passage libre pour son armée pour envahir le Portugal. Les rois espagnols, la monarchie espagnole, elle accepte ce qu'elle n'attendait pas, on peut dire, et que les soldats français vont pas aller directement au Portugal, mais vont s'arrêter dans certaines villes en Espagne et conquérir en fait les territoires espagnols. En fait, Napoléon, qu'on l'a connu non à cause de sa grande armée et les côtes civiles, en fait, quand il envahit l'Espagne, avec son armée, il finit par conquérir les territoires, si bien avec une résistance dont on va parler tout à l'heure, qui est en fait la clé de la naissance de las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812. J'ai dit cette résistance, on va la voir tout à l'heure, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que Napoléon domine de façon effective le royaume espagnol, le territoire espagnol, et en fait, il va profiter pour installer une monarchie, on peut dire, favorable à ses intérêts, si favorable qu'il s'agit de son frère Joseph Bonaparte, va devenir roi d'Espagne, José I, Pepe Botella, connu populairement, de façon populaire, par son nom de, Pepe Botella. En tout cas, c'est une question, on nous raconte qu'il s'agit d'une question des impôts, boissons, alcoolisés, etc. Mais bon, en tout cas, la monarchie Bonaparte est née en Espagne à cause de l'invasion et cela va réveiller un esprit de résistance contre les envahisseurs, contre les étrangères, ce qui va en fait faire organiser le pays dans des milices, dans des juntas locales, provinciales et centrales, mais aussi des milices, c'est-à-dire le peuple armé qui se défend comme il peut de soldats français. Il faut dire que cette réaction improvisée populaire, elle s'explique par le vide de pouvoir qui existe en fait au pays, au-delà de la mise en place de la monarchie de Bonaparte, parce que le roi Charles IV et son fils, l'héritier Fernando VII, le futur Fernando VII, sont à Bayonne, d'accord, arrêté, emprisonné, j'imagine que dans des bonnes conditions, par l'empereur. Donc l'Espagne est sévie de pouvoir, le peuple qui réagit, et en fait, il va réagir d'une manière assez efficace. On va même faire appel à las Cortes de Cádiz, on va même essayer de rédiger, on va rédiger une constitution qui sera publiée en 1812, le jour en fait Saint-Joseph, donc aujourd'hui il est 18 mars, donc demain, mais il y a quelques ans déjà, et voilà pourquoi elle s'appelle la Pepa, d'accord, parce qu'elle a été publiée les jours de Saint-Joseph, Saint-José, Pepe. Alors Joseph Bonaparte, roi d'Espagne, il faut dire qu'il arrive en Espagne avec un objectif, et celui de créer une monarchie, on peut dire, qui soit bien acceptée par les Espagnols. José I donc profite de l'invasion de l'Espagne pour contrôler militairement le pays. Je dis l'invasion du Portugal pour contrôler le pays espagnol. Une idée qui est intéressante est que les Espagnols, à l'entrée de l'armée napoléonienne et même après la mise en place de la monarchie de José I, se divisent entre ceux qui soutiennent les Français parce qu'ils voient aux Français la possibilité de moderniser la monarchie espagnole et donc de libéraliser au niveau politique et peut-être aussi économique le pays espagnol, et ceux qui résistent parce que c'est un étranger qui vient d'envahir le pays, les patriotes, non, los patriotas. En tout cas, les patriotes sont ceux qui vont s'imposer, sont ceux qui vont en fait créer la défense spontanée et plus tard mieux organisée contre les Français, et finalement, on peut dire s'imposer dans las Cortes de Cádiz, d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant que ces vides de pouvoir dont je viens de parler tout à l'heure, provoqués par la mise en place de la monarchie de Joseph I, sera répondu par le peuple espagnol à travers la création de juntas locales, c'est-à-dire sorte de communes ou d'organismes de gestion au début municipales, mais plus tard de la Provence, des unités territoriales plus grandes, etc. Ces juntas donc vont en fait permettre l'armement du peuple, c'est-à-dire la création la création des milices nationales, c'est-à-dire une armée populaire armée contre l'invaseur, d'accord, contre la France. Il faut dire que
Malgré Bonaparte, Joseph Ier impose l'abolition des droits féodaux et l'Inquisition, ce qui sont en fait des mesures, des premières mesures libérales ou contre l'ancien régime. On peut dire que la majorité des Espagnols, la plupart des Espagnols, les patriotes, on peut dire, n'acceptent pas l'invasion. Il y a donc un refus généralisé, déjà organisé par las juntas locales et provinciales, par la milice nationale, et ces régimes en fait va se traduire contre ou ça peut traduire à la lutte contre l'invasion, mais une lutte contre l'invasion qui, de façon assez curieuse, va aussi adopter un caractère libéral. D'accord? Un caractère libéral, en fait, c'est ce qu'on va voir à las Cortes de Cádiz et à la Constitution de 1812. En fait, on voit l'opportunité de défendre l'indépendance espagnole est vue comme une opportunité, j'ai dit, de faire sortir les pays de l'obscurité absolutiste. Et l'exemple le plus évident, c'est la Constitution de Cádiz de 1812. En fait, j'aimerais bien maintenant parler de quelles sont les bases de cette constitution des Cadiz, donc quel est en fait les parcours qu'on a suivis pour y arriver, pour après analyser un peu ces textes et nous rendre compte de l'importance historique du point de vue de la modernisation libérale de l'Espagne, la constitution. Je vous ai parlé de las juntas locales, c'est-à-dire les organisations municipales, locales. On peut dire, qui ont la tâche de remplir les vides de pouvoir et organiser la résistance contre l'invasion française. Las juntas locales, qui vont devenir, on peut dire, des éléments très importants de la vie quotidienne à l'époque, dans ce contexte de guerre d'indépendance, vont choisir des représentants qui vont former las juntas provinciales, c'est-à-dire un organisme pareil à la junta locale, mais d'un gré ou un degré territorial plus élevé, donc qui contemple plus des populations ou qui dirige plus des populations. À son tour, las juntas provinciales vont choisir la Junta Suprema Central, c'est-à-dire une sorte de gouvernement provisoire national espagnol qui est en fait c'est lui qui particulièrement après une première victoire de la résistance espagnole à la bataille de Bailén, à Jaén, en Andalousie, en juillet 1808. C'est la Junta Suprema Central qui est créée. Il y a un espoir de résistance, de réussite, de triomphe, et cet espoir, en fait, va motiver la création de las Cortes de Cádiz, c'est-à-dire la réunion des représentants de tous les territoires, en particulier de las juntas provinciales, de la Junta Suprema Central, etc., mais aussi de territoires coloniaux, ce qui sera très important parce que les indépendances de l'Amérique du Sud vont arriver dans très peu de temps. Mais en tout cas, la Junta Suprema Central, c'est la responsable de faire appel dans les contextes des victoires, des premières victoires de la Résistance à las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812. D'accord? Alors, on peut se demander quelle est la base, d'accord, après avoir vu ces contextes, cette situation-là, quelle est la base de las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812? En fait, il s'agit de sauvegarder, protéger, défendre la légitimité de la monarchie espagnole qui a été attaquée par l'invasion française et la mise en place d'une monarchie française, bonapartiste, même si les Bourbons ils sont aussi d'origine française. Et pour le faire, il faut affirmer l'indépendance de la nation espagnole. Ça c'est là, on peut dire la clé de la période, dans le sens que pour protéger l'indépendance de la monarchie espagnole, donc l'existence même de la monarchie espagnole, il faut qu'une force suprême soit capable de proclamer sa légitimité. Mais étant donné qu'il y a un vide de pouvoir et qu'il y a donc l'opportunité de le faire, on peut pas compter avec le roi et avec la monarchie parce que ils sont emprisonnés par Napoléon, dominés absolument politiquement par Napoléon. C'est la propre nation espagnole qui se proclame indépendante, souveraine, pour après proclamer une monarchie. Une monarchie qui, étant donné cette structure du pouvoir, cette direction du pouvoir, ce n'est plus donc le roi qui octroie certaines libertés ou une partie de la souveraineté, mais le peuple, la nation espagnole, qui va octroyer, qui va donc offrir son pouvoir au roi à travers las Cortes de Cádiz pour que le roi puisse régner encore une fois. En fait, las Cortes de Cádiz vont proclamer comme roi légitime le fils de Charles IV, Fernando VII, étant donné qu'il avait déjà
on peut dire, motiver certains esprits à croire en lui comme un roi réformateur, jeune. Il était plus jeune que son père, bien évidemment, mais que ça. Mais en tout cas, l'histoire, elle va mettre Fernando VII dans sa place. Vous allez le voir un peu plus tard. D'accord? Mais bon, en tout cas, las juntas, l'organisation par juntas culmine à la Junta Suprema Central qui convoque las Cortes de Cádiz. Et las Cortes de Cádiz vont discuter, débattre et discuter, finalement publier une constitution, celle de 1812 qu'on va voir en fait à continuation. Pourquoi Cádiz? C'est la seule ville qui est à côté, on peut dire, du territoire britannique qu'il y a en Espagne, le Gibraltar, et qui est donc bien protégée. En plus, Cadiz, c'est une ville assez difficile à prendre à cause de sa géographie, et voilà. Donc là, ils sont un peu, on peut dire, c'est le seul territoire qui est un peu protégé des Français, de l'invasion française, et donc on peut développer avec un peu plus de tranquillité les travails difficiles de faire appel à las Cortes et rédiger une constitution. Alors, las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812. Las Cortes de Cádiz sont une assemblée constituante. Voilà, vous connaissez déjà ce concept. L'assemblée constituante, ça veut dire une assemblée qui a la tâche de rédiger une constitution. Elle durera du septembre 1810 à mai 1814. D'accord. Et tout cela se déroule pendant la guerre d'indépendance espagnole. Épisode majeur, mais pas définitif, vous allez voir le pourquoi. Dans la marche vers le libéralisme et la démocratie, pourquoi pas les dire, c'est un petit pas vers la démocratie, même s'il y a des démocrates, parce que la démocratie, elle n'est pas, on peut dire, à la mode à l'époque, mais voilà, c'est un premier pas. D'accord. La Constitution de 1812, elle s'inspire à la Constitution française de 1791. On l'a vu en cours aussi, c'est la Constitution de la monarchie constitutionnelle, d'accord. Et aussi, elle s'inspire d'un certain parti, à la Constitution de la République des États-Unis d'Amérique qui vient d'être proclamée après une guerre d'indépendance aussi différente, mais d'indépendance à la fin contre le Royaume-Uni en 1787. La Constitution de 1812 signifie la première rupture légale avec l'ancien régime espagnol, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle établit? Qu'est-ce qu'elle garantit? Elle garantit des points qui sont très importants pour comprendre comment cette Constitution va devenir la première expérience libérale, en même temps l'affirmation de l'indépendance espagnole, de la nation espagnole. Et pour le faire, le premier point clé important, c'est la proclamation, l'établissement de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir sort de la nation espagnole. La Constitution, elle contemple aussi certains droits individuels, la liberté des presse, la liberté des religions et des consciences, ce qui est quand même intéressant et ce qui fait de la PEPA, de la Constitution 12, une constitution libérale dans ces sens. Elle établit une monarchie, bien évidemment, l'Espagne est une monarchie, mais est une monarchie constitutionnelle. D'accord? C'est intéressant parce que on fait cette monarchie sans les rois, qui sont pas en Espagne, mais en tout cas, on va essayer de faire accepter cette monarchie au roi, qui d'abord l'acceptera, mais qui, à cause du contexte européen, vous allez voir plus tard, n'acceptera finalement la Constitution, va la supprimer, ce qui va provoquer en fait une certaine conflictualité contre les libéraux en Espagne. Elle établit aussi la séparation des pouvoirs. D'accord, la Constitution de 1812 définit les pouvoirs exécutifs, les législatifs et même les judiciaires d'une façon séparée, différenciée. Donc c'est déjà un témoin d'un libéralisme qui s'installe en Espagne. C'est intéressant parce que le mot libéralisme, on dit que est né, ce mot libéralisme est né en fait à las Cortes de Cádiz. La première fois qu'une assemblée, qu'un ensemble de gens discutent les mots libéralisme, et à Cadiz, dans la rédaction, la discussion et la rédaction de la Constitution de 1812. Cela ne veut pas dire que le libéralisme est né en Espagne, mais que le mot libéralisme est né en Espagne. Vous comprenez la différence, j'imagine. Et l'état-major national comme l'armée espagnole, l'armée, on peut dire, populaire, nécessaire pour défendre les intérêts
et défendre, protéger la souveraineté nationale et l'intérêt de la nation. Donc c'est intéressant de voir que le peuple armé fait partie de l'organisation politique de cette monarchie constitutionnelle imaginée par las Cortes de Cádiz. Et en fait, ici, j'aimerais bien lire, tout simplement, commenter un peu, je n'ai pas traduit, son originaux, donc en espagnol, quelques articles qui sont très intéressants de la Constitution de Cádiz, comme par exemple le premier article qui est très lié, malgré c'est un article court et cet article d'une importance brutale pour l'histoire de l'Espagne parce que c'est un article qui fait référence aussi aux Espagnols des Amériques. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisférios. Donc, la nation espagnole, la souveraineté nationale, elle réside aussi dans ceux qui habitent dans les territoires coloniaux, pour le dire comme ça, dans les territoires de l'Amérique du Sud. Ce qui, en fait, va motiver leur indépendance une fois le roi Fernando VII, désolé pour les spoilers, ah non, je l'ai déjà dit, en fait, n'accepte pas la Constitution de 1812. D'accord? Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Intéressant, parce qu'ici, c'est un article qu'on peut lire contre Bonaparte, Napoléon ou Joseph, mais c'est intéressant parce que c'est un article aussi qui est une limitation pour les Bourbons, d'accord, qui ne peut pas se proclamer propriétaire patrimonio de l'Espagne. L'Espagne, la nation espagnole, elle est libre, elle est indépendante. Elle appartient à chaque individu qui compose la nation, mais non à une famille ou à une seule personne. Donc voilà, les principes libéraux par excellence. Et l'article 3e, la souveraineté, elle réside essentiellement dans la nation. Et pour la même chose, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. ¿D'accord? Donc le pouvoir est de la nation, et c'est la nation qui doit établir les principes de cohabitation, les lois fondamentales de la nation. On imagine réunis dans une assemblée à travers de la représentativité, d'accord? Donc on voit que c'est un petit pas vers la démocratie aussi. Ce n'est pas établi dans cette constitution, mais il y a des éléments qui nous font penser à ça. Artículo 6. El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos, c'est-à-dire les Espagnols ont le droit de défendre l'indépendance de sa patrie, de la nation, etc. D'accord? Et il y a encore un dernier article, bon, il y a plusieurs articles, mais que je trouve intéressant, que je veux bien discuter ici, qui est un article qui va nous faire voyager quelques ans avant à Paris ou à Versailles, au Jeu des Pommes, là où l'on a rédigé en fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la toute première. Observez l'article, il dit, article 13, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro, el fin, l'objectif, que el bienestar de los individuos que la componen. C'est une référence claire, évidente, à l'histoire française, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme texte fondamental du libéralisme politique, d'accord? Donc c'est très intéressant de voir qu'en Espagne, on reçoit les idées libérales de la Révolution française, même si on se bat contre les Français, les héritiers de la Révolution, pour le dire comme ça, et pour construire une nouvelle réalité, d'accord? Une nouvelle réalité qu'on essayera plus tard de convaincre ou d'accepter, d'accord? Mais bon, la Constitution de Cádiz donc devient un élément clé de l'histoire de l'Espagne. Cependant, il y a un contexte européen. L'Espagne, elle n'est pas isolée dans sa situation. Et on connaît bien que à partir de l'année 14, Napoléon, l'armée napoléonienne, la France impériale, le premier empire, commence à subir des défaites qui sont évidentes. Napoléon est fait prisonnier, il va s'échapper, les 100 jours de Napoléon, et finalement la bataille de Waterloo, d'accord, l'image que vous voyez là à gauche. La défaite française à Waterloo signifie la fin, l'effondrement de ce Second Empire et le rétablissement de la monarchie bourbonienne en France, sous la figure de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, le guillotiné. Tout cela est décidé au Congrès de Vienne, l'ensemble, la coalition des monarchies européennes qui décide de se coalier, de faire des alliances contre Napoléon au fur et à mesure que les temps avancent et dans ce contexte de domination française de l'Europe, d'accord? Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec l'Espagne?
c'est que l'Espagne, elle vient de proclamer une monarchie constitutionnelle inspirée aux principes de la Révolution française. Euh, et tout cela, c'est vrai, en combat direct contre les Français, comme les autres monarchies européennes, mais les autres monarchies européennes n'ont pas rédigé des constitutions comme celle de Cadiz. Alors l'Espagne, elle se trouve donc que ses alliés d'avant, ceux qui allaient aussi contre les Français, sont ses ennemis de maintenant, parce que la constitution de Cadiz sera vue comme une constitution révolutionnaire, même si elle s'est faite contre la France. D'accord? Cela est important parce que la fin du Premier Empire, la défaite de Napoléon et bien évidemment de son frère Joseph et des autres, signifie les retours de la monarchie bourbonienne en Espagne, les retours de Fernando VII. Quand Fernando VII il retourne en Espagne, la première chose qu'il fait, c'est de remercier. Il le fait dans une allocution très très vide. Il remercie euh, le peuple espagnol d'avoir protégé, sauvegardé la légitimité monarchique de sa monarchie. On peut dire que à son arrivée, Fernando VII, il peut faire le choix, non? Il peut dire, OK, je profite les progrès, les avancées du peuple espagnol, de la nation espagnole, faites à Cadiz en résistant l'invasion française et adopter la constitution de 1812 et commencer le parcours, le chemin de monarchie constitutionnelle. Ou bien, elle peut tout simplement faire comme ce qui se passe en Europe et c'est de aller vers le rétablissement de la monarchie absolue. Les choix pour Fernando VII, malgré il se fait appeler avant ce qui provoquera un conflit de succession avec son père, etc. Le roi, le futur roi réformateur, jeune, etc. C'est qu'il va rejeter absolument la Constitution 1812, une constitution qui est libérale et qui qui se base à la souveraineté nationale, et il va récupérer les principes des monarchies absolues. D'accord? C'est donc important de voir que l'expérience constitutionnelle des califes, elle dure très peu. D'accord? Il y a très peu de temps d'opportunité pour établir, et en fait, il n'y a pas vraiment une opportunité d'établir la monarchie constitutionnelle en Espagne. Dans ces contextes, je vous parlais du premier article qui reconnaît la nation ou le caractère national à tous les habitants, les gens qui habitent dans les territoires des deux hémisphères, nord et sud, donc Europe, Amérique. C'est vrai que les retours de Fernando VII et la suppression de la PEPA, ça veut dire donc la suppression aussi de la reconnaissance nationale de ces Espagnols, les Espagnols américains, c'est qui en fait va provoquer des révoltes libérales, d'accord, très inspirées en plus par les États-Unis, les Américains, qui sont très près géographiquement, et donc la perte du vaste empire colonial espagnol à l'époque, comme par exemple l'indépendance de la Grande Colombie, qui débute l'année 19 et qui signifiera l'indépendance de la Colombie, de Venezuela et de l'Équateur. Et on peut parler aussi plus tard de l'indépendance du Pérou, l'année 21. On peut parler de l'indépendance de l'Argentine, l'année 16, de l'indépendance du Mexique, l'année 21, et l'indépendance du Chili, l'année 18. Donc, les colonies espagnoles, motivées par l'esprit libéral des Cadiz, il faut dire qu'il y a des députés américains à Cadiz qui arrivent à Cadiz pour discuter la Constitution. Voilà, donc la reconnaissance nationale de ces gens-là. Voilà, cela va motiver en fait l'indépendance. Et l'Espagne, la monarchie espagnole, elle perd des positions coloniales très importantes en Amérique du Sud. Il faut dire que très peu de temps après, début des télénoms libérales, qui est on peut dire, la troisième étape qu'on a présentée pour l'unité. Les télénoms libérales, c'est une période très courte, mais qui est importante parce que c'est une sorte de révolution. C'est une révolution proposée par certains militaires, parmi lesquels le général Jorge Riego, qui va faire un pronunciamiento. Un pronunciamiento, c'est un coup d'État organisé par des militaires, normalement en Espagne, c'est espagnol, on peut dire, mais c'est un pronunciamiento, donc un coup d'État qui fait un militaire, le général Riego, qui va réunir des soutiens de l'armée et qui fait ce pronunciamiento pour exiger au roi Fernando VII de restituer, de reprendre la voie constitutionnelle proposée par Cadiz l'année 12. D'accord? Les rois Fernando VII
peut dire, isolé et sans soutien, sans vraiment savoir quoi faire et quoi dire, doit accepter ces pronunciamientos et donc la publication, la légalisation de la Constitution de 1812. D'accord. C'est intéressant parce que ce qu'on a essayé de faire avant, on n'a pas eu le temps avec les retours de Fernando VII, mais maintenant, grâce aux militaires libéraux, en fait, des gens qui se sont battus contre les Français avant et qui ont rêvé d'une constitution euh, comme celle de l'année 12, impose maintenant la monarchie constitutionnelle au roi Fernando VII, qui se montre assez faible. En fait, commence une période dite révolutionnaire de l'année 20, les triennios libérales, les 3 ans libéraux, qui sont expliqués par la mise en place de la Constitution de 1812 et la mise en place aussi de quelques réformes très explicatives ou mesures de ce libéralisme espagnol, de ces premiers libéralismes espagnols. On parle par exemple de l'officialisation de la milice nationale, la prohibition de l'inquisition, la liberté des presses, d'imprimer, d'expression, des réunions, donc les libertés fondamentales d'un système libéral et démocratique en fait, l'abolition de diezmo, de la dîme, des impôts qu'on on devait en fait payer aux congrégations religieuses, les paysans et ces gens qui produisaient devaient payer les 10% aux congrégations religieuses, tout cela est aboli. Et on commence un processus de désamortissement des biens de l'Église qui essaie de, voilà, on peut dire réduire la capacité des propriétés, des richesses de l'Église. D'accord. Vous voyez donc qu'il s'agit des mesures très évoluées à son époque, des mesures qu'on peut comparer aux mesures révolutionnaire française et qui essaie donc de, voilà, à travers la Constitution de 1812 qui va permettre tout cela, parce que c'est une constitution libérale et qui reconnaît la souveraineté nationale, faire évoluer la monarchie espagnole. Fernando VII, il est à ce moment-là, on peut dire, faible, il peut rien faire, mais accepter la volonté imposée par les pronunciamientos de Riego et les autres militaires qui se sont soulevés avec lui. On peut dire que voilà, l'été néolibéral est un bref espace de temps, 3 ans, mais qui sert c'est une opportunité pour les libéraux pour s'organiser, grandir comme mouvement politique. Ils ont on peut dire la direction du gouvernement et voilà. Tout cela malgré que l'opposition en fait va finir avec eux. Il va y avoir donc une offensive monarchiste contre les libéraux espagnols qui sont considérés des révolutionnaires très dangereux. Et voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, c'est qui est très lié au Congrès de Vienne et aux coalitions des monarchies européennes et à la France, encore une fois. En fait, c'est intéressant de voir que aussi, étant donné que les libéraux sont au gouvernement, on commence à avoir déjà des différences idéologiques entre les libéraux. On parle des premières différences entre les modérés et les exaltés, ou moderados exaltados, ceux qui sont beaucoup plus le calme, l'ordre social, la mise en place des mesures progressives et très lentement, et ceux qui veulent, on peut dire, transformer de façon plus radicale la réalité. D'accord? Tout part d'une même idéologie, on peut dire, mais la manière de l'exécuter fait la différence, on peut dire. L'expérience libérale, cette deuxième libérale, elle finit avec l'intervention française. En 1823, les monarchies européennes, alliées encore une fois contre les tentatives révolutionnaires, dans ce cas en Espagne, vont se réunir pour décider une intervention qui sera, on peut dire, dirigée et proposée et défendue par le roi français, Louis XVIII, qui en fait sera capable d'organiser avec d'autres monarchies européennes une armée de 100 000 soldats, los 100.000 hijos de San Luis, qu'on dit, qui sont envoyés en Espagne et qui vont s'ébattre contre les révolutionnaires au gouvernement, à la direction de la monarchie espagnole, dirigée par Diego et les autres militaires libéraux. D'accord? Ici, à la bataille de Trocadéro, par exemple, une bataille très importante à la côte de Cadiz. Et en tout cas, les 100.000 fils de Saint-Louis vont écraser la résistance espagnole, les libéraux espagnols. Et avec cette intervention, encore une fois étrangère, Fernando VII récupère le pouvoir. Quand il récupère le pouvoir, il supprime la constitution de 1812
pas de question, et va revenir à l'absolutisme. Il le fait, comme vous avez compris déjà, grâce au soutien militaire des Bourbons français, mais en même temps, voilà, cela va provoquer, on peut dire, une réaction exacerbée du côté de la répression de Fernando VII contre les libéraux espagnols. Et c'est là en fait qui commence la dernière étape, qui est Fernando VII et les retours à l'absolutisme, la décade obscure ou la décade ominosa, ça veut dire obscurité en espagnol ancien, 1823. C'est une période qui est marquée par la répression et la persécution ouverte totale des mouvements libéraux. Fernando VII, qui était affaibli l'année 20, c'est sans fort grâce à l'intervention française des 100 000 fils de Saint-Louis. Ces libéraux sont bien obligés à l'exil ou bien à la clandestinité. Donc, c'est une période très difficile pour ceux qui ont participé au gouvernement, aux idées libérales pendant las Cortes de Cádiz, ou bien, en particulier, el trio libéral. Des exemples, Riego, Mariana Pineda, Torrijos, voilà, des héros du libéralisme espagnol qui sont persécutés, exécutés par la monarchie qui veut montrer sa force par la voie de la répression et s'imposer donc de façon absolue, encore une fois, en Espagne, après surmonter la question de la Constitution de 1812. Il y a même des épisodes de déporation des libéraux, des exemples où l'on oblige les gens qui travaillent dans des écoles, dans l'administration, à jurer, préjurer qu'ils sont pas des libéraux. Je passe là un peu vite. Il y a un cas très intéressant qui est le cas d'un professeur de Valence qui a été condamné à mort en 1826, Gaeta Ripoll y Pla, condamné de promouvoir une éducation non religieuse. Voilà. Donc, si vous êtes accusé de promouvoir une éducation non religieuse, vous êtes cible, vous êtes objet, vous pouvez être objet de persécution et même d'exécution publique. Moi, comme prof, je veux bien souligner cette situation-là qui est très difficile pour quelqu'un qui peut-être veut tout simplement faire connaître la passion de la connaissance ou de l'apprentissage à ses élèves. Un tableau qui est très connu, je ne sais pas si vous les connaissez, mais fait référence aussi à une tentative en 1831 de faire encore un autre prononciamiento, un débarquement libéral organisé en Angleterre depuis l'exil, mais qui termine très mal et qui termine en fait avec la mort, l'exécution de ses protagonistes, Torrijos et d'autres libéraux, qui sont représentés dans ces tableaux juste avant d'être exécutés. On voit déjà en fait là, en bas du tableau, on voit déjà des morts. Mais c'est intéressant parce qu'il y a, en fait, dans ces tableaux et celui de Goya qu'on a vu au début de cette unité, il y a une liaison très, très intéressante. Observer, en fait, comment, les morts, non, les sacrifiés sont un peu partout. D'accord? L'Espagne, elle évolue, mais elle fait des pas en arrière. Elle évolue, elle fait des pas en arrière. Et les morts sont partout, malheureusement. Voilà, pour terminer, je vous offre un bilan. Donc, on peut dire que l'invasion française et la guerre d'indépendance, elle va inspirer las Cortes de Cádiz et la Constitution de 1812 comme première expérience libérale en Espagne contre l'ancien régime, mais en même temps de proclamation de l'indépendance espagnole et naissance donc de l'identité politique espagnole contemporaine. À son tour, cette Cortes de Cádiz va se manifester dans un premier gouvernement libéral, hétéro-libéral, participé, on peut dire, par des militaires qui ont participé à ces soulèvements organisés par General Jorge Riego. Mais l'hétéro-libéral, il va aussi réactiver, faire réagir la contre-révolution. D'accord, une contre-révolution qui s'explique par la mise en place de la décade ominosa, de la décade obscure, du retour de Fernando VII à l'absolutisme. On se situe donc dans un contexte un peu, on peut dire, dichotomique ou dialectal, dans lesquels les idées qui essaient de, voilà, conduire les sociétés européennes vers un nouveau monde, de nouvelles sociétés, de nouvelles structures, s'ébattent contre les anciennes structures de l'ancien régime. D'accord? Un peu comme se passe, avec des différences bien évidemment en France, d'accord, mais qu'on a déjà étudié et travaillé.
Voilà, jusqu'ici la vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Et sinon, vous pouvez faire replay et ça ira. Ciao, ciao.